d'être venu pour cet Aperops. Aujourd'hui, on va vous parler de Quarkus. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Quarkus dans la salle. Et si vous ne connaissez pas, bah, on va vous présenter tout ça et puis on va faire de notre mieux. Donc, moi, je suis Alexandre Pousset, je suis ingénieur d'études et développement chez LOSI depuis 3 ans. Et moi, du coup, c'est Christopher. Je suis apprenti depuis maintenant 2 ans. Je suis en fin de master. Donc aujourd'hui, on va d'abord introduire un petit peu Quarkus. Qu'est-ce que Quarkus? Pourquoi Quarkus? Donc, pourquoi l'utiliser? On vous a fait un petit comparatif sur les performances et les optimisations. On va également vous présenter comment déployer votre application Quarkus, donc comment ça fonctionne avec la gestion des applications. Et on terminera par une petite démonstration. Donc on a prévu un petit truc avec Christopher pour vous montrer un petit peu la puissance de Quarkus. Donc, on va commencer par une petite introduction pour rappeler les bases. Donc, au niveau des différentes architectures qu'on peut retrouver sur des projets web, donc on a 4 gros trucs qui ressortent. Donc, les monolithiques, un peu à l'ancienne, SOA qui sont assez anciens aussi, les microservices qu'on connaît plus et le cloud natif qui est un peu l'avenir. Donc le monolithique, c'est quand tous les besoins d'une application sont dans un seul bloc. Donc c'est vraiment à l'ancienne et on va dire que niveau maintenabilité tout ça c'est pas ouf, donc ça a très vite évolué vers une architecture qui est plus SOA, donc c'est orienté service. Donc typiquement on va facilement retrouver ça dans les entreprises de retail, tout ça, où chaque service va avoir son bloc. Donc c'est un peu du microservice en gros. Donc c'est un peu pareil niveau temps, c'est pas évident à maintenir. Et du coup, les microservices qu'on retrouve beaucoup plus aujourd'hui. Donc typiquement, si on a une API, une base de données, enfin peu importe, on peut modifier un service comme on le souhaite, le redéployer, enfin c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Et du coup, le cloud native, donc ce vers quoi va tendre Quarkus. Donc là, c'est OpenShift, mais ça pourrait être Kubernetes. Donc le principe, on l'expliquera par la suite, mais Quarkus se déploie très facilement et très rapidement. Donc c'est très pratique pour faire du load balancing et tout ce genre de services. Un petit graphique aussi pour rassurer les gens, parce que Quarkus, ça tourne essentiellement en Java la plupart du temps. Bon, Python est loin devant, mais ça, je pense que c'est dû à l'évolution des IA. Et on voit que Java se retrouve quand même tout de suite derrière, donc ça laisse penser qu'il y a un bel avenir à ce niveau-là. Donc, on va vous parler maintenant un peu plus de qu'est-ce que Quarkus concrètement. Donc, Quarkus, c'est un framework, Java, qui a été conçu par Red Hat. Il faut savoir que Quarkus est open source, donc tout le monde peut y contribuer directement. Donc, conçu nativement pour Cube, donc comme Christopher le disait, Quarkus est vraiment conçu pour fonctionner en mode cloud. Il offre une très faible empreinte mémoire, donc ce qui est plutôt bien, dans le sens où on peut avoir une machine avec un petit CPU, très peu de mémoire, et on aura notre service qui pourra fonctionner de manière complètement normale. Si on prend du Java Spring Boot classique à côté, on va avoir des gains qui sont quand même énormes, donc ça on vous montrera un peu plus longtemps dans la presse. Il est optimisé pour les conteneurs et du coup les environnements serveurs. La dernière LTS qui est encore aujourd'hui la LTS, c'est la 3.9.1. Donc vous pouvez faire vos applis en Quarkus 3, sachant que Quarkus il sort quand même des releases assez souvent. Si on prend la version 3, la version 3 est sortie en avril du coup de l'année dernière. Donc, on a quand même un an de maintien. Donc, ils évoluent tous les jours en fait. Maintenant, si on va un peu plus loin, donc Quarkus, ça permet d'avoir des perfs accrus, donc un démarrage très rapide, une faible consommation de mémoire et une exécution optimisée. Il est flexible, donc on peut soit développer directement sur la JVM, donc pas besoin de déployer de build en natif. Donc ça, on va vous présenter après. On peut très bien fonctionner en classique, donc comme on le fait tous les jours avec Java Spring. Donc la productivité qui est accrue grâce au développement simplifié. Donc les développeurs de chez Red Hat, ils ont mis entre des choses très pratiques. Donc vous, développeurs Spring Boot, vous pouvez très bien faire du Quarkus parce que les développeurs Red Hat ont créé une librairie du coup d'annotation qui reprend toutes les annotations Spring. Donc il n'y a pas besoin de réapprendre les annotations Quarkus. On peut directement travailler avec les annotations Spring. Du coup, très moderne avec l'intégration native des différentes technologies cloud. Donc, on a toutes les librairies qui existent. Donc, on a du Cube, on peut directement sur OpenShift, etc. Donc, pour les déploiements, c'est plutôt efficace.
Donc maintenant, on va surtout parler de pourquoi Quarkus, parce que enfin, la majorité des gens utilisent Spring quand on parle de développement Java, et Quarkus, au fur et à mesure du temps, se fait vraiment sa place. Supersonic, Subatomic Java, donc si vous allez sur le site de Quarkus, c'est comme ça qu'ils se vendent. Donc de prime abord, on pourrait se dire que c'est vantard, mais les chiffres qu'on montrera par la suite sont relativement parlants à ce niveau-là. Pourquoi Quarkus? Du coup, comme Alexandre le disait, ça reprend les standards existants, donc tout ce qui est librairie Java que vous pouvez utiliser dans des projets Spring, c'est le même principe en fait, c'est un POM XML, on met les dépendances qu'on veut, sachant que ceux qui fournissent ces librairies, je pense par exemple à Google qui en fournissent certaines, enfin ils adaptent ça aussi à Quarkus, donc il y a des librairies qui sont nativement disponibles pour Quarkus et qui sont faites vraiment que pour ça. Donc je pense typiquement, parce que le troisième point, la support des principaux distributeurs de bases de données, il y a des dépendances juste pour Quarkus faites pour ça. Donc vous n'aurez même pas à réfléchir à si c'est pas s'il y a des petits soucis, enfin des bugs mineurs qui peuvent arriver ou quoi que ce soit. Non, c'est optimisé pour ça. Donc il y aura jamais de soucis. Beaucoup de librairies disponibles, donc c'est la même chose que pour les projets Spring. Hein, tout ce qui est disponible sur Spring, si ce n'est Spring, est disponible sur Quarkus. On a la possibilité de faire du code réactif et impératif, ce qui est relativement intéressant quand on veut faire des choses aussi sur le cloud. Facile d'utilisation, donc c'est le même principe qu'un projet Java classique hein, avec Spring. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien de plus simple. Hein, on va dire qu'un développeur Java qui fait ça depuis très longtemps aura les mêmes bases pour utiliser JPA, Hibernate. Enfin, c'est vraiment les mêmes bases. Environnement de développement, donc c'est pareil. Si vous utilisez IntelliJ, vous pouvez créer directement des projets Quarkus depuis IntelliJ. Donc c'est super simplifié aussi. Et derrière ça, l'interface utilisateur-développeur est très bien faite parce qu'elle permet de voir vos bases de données, vos dockers, enfin tout est affiché dessus. En plus de ça, c'est très joli. Du coup, Quarkus se base sur les trois langages principaux que sont Java, Scala et Kotlin. Nous, dans notre cas, c'est surtout Java qu'on va utiliser. Et pour tout ce qui est compilation et gestion des dépendances, on va être sur du Maven, Gradle et GraalVM pour la compilation, ce qui est vraiment le point fort de Quarkus. Donc on y reviendra juste après. Pourquoi Quarkus? Il est container first, donc comme on le disait, c'est optimisé pour Kubernetes et principalement avec Docker. Donc typiquement, quand vous créez un projet Quarkus, il y a un fichier Dockerfile où il a justement, de base il y en a 4 il me semble, avec un build pour la JVM classique, un pour le GraalVM natif. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses faites par défaut, donc quelqu'un qui n'y connaît rien n'a même pas besoin de s'y soucier, il rajoute juste le petit c'est dnative je crois dans la commande et ça se fait tout seul. Il n'y a même pas besoin de s'en soucier. Taille réduite sur le disque, donc forcément il n'y a que l'application qui sera dans le container, donc il n'y a vraiment pas besoin de se soucier de toutes les dépendances qui est à côté. Démarrage rapide, c'est vraiment ça qu'ils vendent. L'empreinte mémoire minimale et l'image de conteneur compact, donc on est encore sur le même principe vu que c'est sur Docker, ils se sont permis de réduire un maximum. Mise à l'échelle instantanée et plus de conteneurs peuvent être exécutés avec la même quantité de RAM. C'est surtout le fait qu'on puisse utiliser des infrastructures cloud. Donc typiquement, on peut utiliser du load balancing. Donc par exemple, vous avez un projet Quarkus où en période basse, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'activité. Vous pouvez avoir qu'une seule instance qui tourne et dès que ça se surcharge, vous pouvez déployer plein d'instances à la volée et c'est vraiment pratique. Donc maintenant, on va vous parler un peu plus des performances et des optimisations que Quarkus propose. Donc, Quarkus, comme je l'ai dit précédemment, on peut le lancer soit en JVM, soit avec GraalVM. Qu'est-ce que c'est GraalVM? Ça va être un compilateur pour builder tout le code directement pour avoir une image du code natif. Donc, plus besoin de JVM, donc ce qui est plutôt pratique. Donc, dans l'idée, c'est on peut le lancer sur n'importe quel système, pas besoin d'installer Java. Donc, on pourrait l'imaginer de le mettre je vais pas essayé de le mettre sur un ESP32, mais ça marcherait pas dans tous les cas. Mais dans l'idée, on pourrait les mettre sur carrément des microprocesseurs avec très peu de RAM, sachant que Quarkus, quand on le lance, il faut même pas 100 mégas quand il tourne, en gros. Je pense que tout le monde veut voir les chiffres, ce qui est quand même ce qui monte le plus en fait, Quarkus. Pour ça, on a fait un petit truc un peu rapide, donc un petit projet Hello World avec juste un endpoint get, donc pour faire un Hello World. Donc là, on a juste récupéré les residence size, set size, du coup la mémoire utilisée. Donc là, je vous ai mis la commande bash, si jamais ça vous intéresse de comment récupérer la consommation. Juste là, du coup, j'ai repris un petit peu ce qu'il y avait sur les slides de Quarkus, donc sur leur site commercial.
Donc, comme on peut voir, quand on utilise Quarkus en mode natif, on arrive à quelque chose qui fonctionne avec seulement 12 mégas, ce qui est vraiment très faible. Alors qu'avec la JVM et Quarkus, donc via OpenJDK, on arrive à une consommation moyenne de 73 mégas. Et si on prend du cloud native classique, du Spring Boot par exemple, on monte tout de suite à 136 mégas. Donc on a quand même un facteur de 10 juste sur de la l'API REST basique. Si on rajoute de la base de données, donc du CRUD, tout outil, avec Quarkus natif, on est à 28 mégas et on peut monter jusqu'à plus de 200 mégas juste pour run l'application. Donc c'est quand même un gain qui est extrêmement important. Si on prend un peu maintenant le boot type, parce que c'est vrai, on ne va pas dire on déploie du Quarkus pour dire on déploie du Quarkus. Comme Christopher le disait, donc ça permet aussi d'avoir d'un montant en charge extrêmement rapide. Imaginons, on a un site classique, si on peut prendre des exemples, on va prendre la SNCF, on a le confinement qui est annoncé, ça y est, les gens ils vont tous se jeter pour commander des billets de train. Donc on va avoir une charge très importante qui va arriver d'un coup. Et l'avantage de Quarkus, c'est qu'on peut lancer des instances en quelques microsecondes, en millisecondes, et c'est plutôt pratique. Du coup, les chiffres, là c'est la même chose, j'ai repris ce qui est sur le site commercial. Donc sur du reste, on est à 16 millisecondes juste pour lancer le reste, ce qui est très faible, alors qu'avec du Java Spring classique, on arrive à du 4-5 secondes, ce qui est quand même assez conséquent, surtout si on a besoin de déployer beaucoup d'instances très rapidement. La même chose avec du CRUD, donc 42 millisecondes avec du Quarkus natif, et on arrive à quasi 10 secondes sur du Java Spring. Alors vous allez me dire, ouais, c'est commercial tout ça, mais du coup, ce que nous on s'est dit, on va quand même vérifier. Pour ça, on a fait un petit projet Quarkus, comme je vous l'ai dit. Donc là, je vous ai mis une petite commande bash, juste ce qu'elle fait, c'est tant qu'on n'a pas la réponse au cœur, on va spam notre serveur. Et au moment où je lance mon serveur, j'ai juste fait un écho de la date actuelle. Et du coup, on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de temps qui s'écoule. Je vous ai fait le calcul pour que ça soit plus simple à lire. Et du coup, on arrive à un lancement en 482 millisecondes pour avoir la première réponse HTTP. Donc ça veut dire que dès que notre appli elle lance le conteneur, on aura une réponse en moins d'une seconde, donc en 0,5 secondes, ce qui est quand même très correct pour ce genre de service. Alors qu'on a fait la même chose sur du Java Spring, donc le même calcul, le même process, et là on est à 1 seconde, 1,4 secondes, donc ce qui est quand même 3 fois plus. Donc voilà, encore plus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes de compilation. Donc, on a le just in time, le JIT, et le ahead of time, le AOT. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans la salle. Non. Donc, le just in time, c'est comme le nom l'indique, c'est on va compiler à la volée. Donc, on a un appli qui tourne et on va compiler dès qu'on a besoin des différents éléments. Alors que le ahead of time, le AOT, on va tout compiler avant de lancer le service. Donc, c'est un peu ce que fait GraalVM dans son process. Il va prendre toutes les classes, toutes les librairies, il va tout mélanger et tout compiler pour être sûr de ne pas avoir besoin de recompiler à la volée, ce qui explique du coup les gains de performance qui sont quand même énormes sur les runs. Donc là, un petit graphique un petit peu de comment fonctionne la compilation de GraalVM. Donc on va avoir notre ensemble de librairies, d'applications, de JDK, etc. qu'on va initialiser. Donc en fait, la VM GraalVM va tout lancer, va compiler pour créer une image, une snapshot, et à la fin de ça, on va avoir du code natif, donc, directement en langage machine, on lancera n'importe où, sur n'importe quel système. Donc maintenant, on va parler un peu plus du déploiement et de la gestion des applications. Comme on le disait, ça permet de gagner en rapidité avec Quarkus et GraalVM. Donc voici le schéma basique, enfin le genre de commande, c'est assez classique, hein, c'est avec un Maven Wrapper comme vous l'avez dans un projet classique. Donc quand vous prenez l'application de base, le seul moment où ça va prendre du temps en fait, c'est quand vous allez construire l'exécutable natif. Après les runs vont être très très rapides, mais ce qui nous intéresse surtout c'est le schéma suivant, où on le voit du coup avec le conteneur. Donc c'est là qu'on va faire intervenir Docker. Donc c'est le même principe, on va prendre un peu plus de temps pour construire l'exécutable, au début forcément, mais après une fois qu'il est construit, ça va très très vite à s'exécuter. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que sur la doc Quarkus de base, donc il y a des petits Dockerfiles comme ça pré-fournis.
Donc là, typiquement, c'est le schéma où vous allez le faire vous-même. Donc vous allez compiler votre application, vous allez récupérer du coup l'image et le containeriser directement. Sachant que sur leur site directement, ils vous proposent des Dockerfiles pour faire du multistage. Donc vous pouvez carrément éviter cette partie compilation, build, tout ça, et le faire gérer dans le Docker. Donc ça va venir vous créer votre build, et derrière c'est exactement le même morceau qui va récupérer le build et le déployer dans le conteneur. Donc si vous voulez même pas vous en soucier, vous pouvez complètement l'effacer, ce sera totalement transparent pour vous. On va maintenant vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Quarkus. Donc pour ça, rien de plus simple, on va d'abord aller sur codequarkus.io. Donc hop, je vais rendre tout de suite. Donc ceux qui font du Spring, c'est la même chose que Spring, c'est le start de Spring, mais là c'est pour Quarkus. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut configurer notre appli un peu comme on veut. On a un ensemble de librairies, donc ça c'est toutes les librairies qui sont nativement compilables avec Quarkus, donc plutôt complet pour l'outil. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a quand même beaucoup. On peut utiliser la dernière version de Java, Java 21, c'est ce qu'on va faire ici sur notre démo. On va avoir besoin du reste du coup parce qu'on a envie avec Christopher de créer un espèce d'Instagram un peu rapide pour dire on a un utilisateur qui va arriver sur un site, il va prendre une photo avec son smartphone, ça va passer par un Kafka, du coup, on va avoir tout ça qui passe en flux et on veut que la photo apparaisse en temps réel directement sur un navigateur. Donc, tous les utilisateurs connectés, on veut que la photo elle apparaisse sans que le type ait besoin de rafraîchir de sa page. Donc pour ça, hop, je vais cocher REST. On va prendre une base Postgre. On pourrait du coup le Kafka. Hop. J'ai besoin du client. On pourrait très bien déployer sur du cube. Hop. Bon, pour la démo, on ne va pas le déployer pour que ça soit plus facile, mais on peut, comme on l'a indiqué précédemment, générer les ressources nécessaires du coup, pour les annotations. Donc là, on pourrait dire on génère nos annotations pour cube. Donc on n'a pas forcément besoin. Et à la fin de ça, on a juste à générer notre appli. On télécharge le zip, donc je l'ai déjà fait. Tac. Donc on arrive sur notre appli. Je ne sais pas si tout le monde au fond arrive à le lire du coup. Parfait. Donc on arrive sur notre petit projet. Donc on retrouve les différentes librairies que j'ai pu mettre, Kafka, Hibernate, etc. Tac. Donc on va juste lancer le dev. Donc pour lancer le dev, on a juste à faire un Maven Quarkus dev. Donc ça va lancer tout un environnement. Donc ça va être assez rapide à lancer. Tac. Ça y est, c'est lancé. Donc là, ça y est, on a un environnement dev qui a été lancé pour Quarkus. Donc moi, ce que j'avais mis en librairie, comme je l'ai dit, c'est on a une librairie du coup Postgre et une librairie Kafka. Donc pour ça, Quarkus est plutôt efficace. Tac, si je regarde mes conteneurs Docker, il m'a lancé plusieurs conteneurs. Donc j'ai un conteneur pour Kafka et un conteneur pour la base Postgre. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à devoir installer des outils dev de son côté. C'est là, tout va se lancer tout seul. On peut voir la même chose maintenant si on va sur le dev mode de Quarkus. Pour ça. Okay. Donc là, on arrive sur l'environnement de dev de Quarkus, donc c'est quand même un environnement qui est plutôt très joli. Hop. Donc on voit un peu tout ce qu'on a dans notre projet. Donc là, pour ma démo, j'avais mis les ressources Kubernetes, les data sources, on peut carrément reset notre base de données pour tester, etc. Et ce qui est le plus important, c'est que on peut configurer en fait notre application dev directement via l'interface, donc plus besoin de passer via le fichier properties, c'est quand même un peu plus pratique. Donc on peut configurer l'ensemble de notre projet. On peut avoir accès à tous les endpoints. On peut lancer nos tests unitaires. Donc là, il n'y en a pas, donc je ne pourrais pas vous les montrer. On a nos dev services. Du coup, là, c'est plutôt pratique si on a besoin d'aller fouiller un petit peu dans notre base de données. Donc là, par exemple, je peux voir que ma base de données elle est exposée sur le port 50.610. Tac. Avec le mot de passe Quarkus et le username Quarkus. Donc si je retourne sur mon Spring, tac,
Du coup, sur mon IDE, je peux me connecter à ma base de test. Donc là, il y a déjà une table qui a été créée, mais ça va être pour l'exemple. Euh, du coup, maintenant, si je vais sur mon application, on n'a pas forcément besoin du coup du main comme on peut avoir sur du Spring. C'est là, on va juste déclarer un nouveau service, une ressource, donc avec un path. Donc là, j'ai envie d'accéder à mes images. Du coup, je vais juste déclarer un path / image. Après ça, ce qu'on a fait, c'est on a un émetteur et puis un stream. Du coup, on a tout fait sur le même service. Pour l'exemple, ça sera moins incroyable, mais on peut imaginer un service juste pour le récupération des flux, puis un truc pour juste émettre. Donc là, j'ai juste fait un petit record juste pour dire qu'on a une request. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est un titre du coup, pour notre photo qu'on veut publier, le user qui publie l'image et du coup le binaire de notre image. Donc après, on a un endpoint get donc, pour récupérer les images avec un flux. Du coup, on va juste se connecter à un flux du coup, de tout ce qu'on récupère de notre Kafka, donc, qui est publié sur le channel image. Et après ça, on a un post du coup, qui est transactionnel pour l'écriture en base de données. Du coup, on va juste lui passer un body, du coup, picture request avec le contenu de notre image. On va construire notre image et on va le persister en base de données, du coup, avec un image persiste. Et on va émettre notre événement sur notre Kafka. Si je prends notre entity, du coup, on a fait une entity plus ou moins classique. Pour ça, on utilisait Panache Entity, qui est un composant plutôt pratique. Donc, on a tout notre repository qui est dans notre classe. Donc après ça, on a un titre, un owner, la date de création, c'est toujours pratique, et notre image binaire. Donc après ça, on a fait un truc un peu bidon, une page web intégrée, mais ça, on va pas forcément rentrer dans le détail. Et je pense que ce que vous voulez voir, c'est à quoi ça ressemble. Du coup, si je me rends sur l'appli, je vais juste faire... Hop. Donc ouais, pour revenir sur ce qu'Alexandre expliquait avec les Panache Entity, donc ceux qui font du Spring ont l'habitude d'avoir les CRUD repository. Donc avec Quarkus, on a trois trucs du même genre. Donc il y a le Panache Repository, donc qui est l'équivalent à l'exact du CRUD Repository. Il y a le Panache Repository Base, donc pour les projets un peu plus complexes où là on peut redéfinir chaque méthode nous-mêmes. Et il y a du coup les Panache Entity, donc, qui est encore mieux, parce que ça permet justement de s'extraire du fait de déclarer tous ces repositories. Donc ça fait gagner pas mal de place au niveau des déclarations de fichiers. Et avant de faire la démo, par contre, j'ai complètement oublié de vous parler de comment on compile Quarkus, en fait. C'est quand même très important. C'est maintenant, j'ai mon projet qui est terminé, donc il n'y a pas grand-chose, mais j'ai envie de créer mon image. Donc pour ça, j'ai envie de la créer en natif. Donc comme Christopher le présentait tout à l'heure, on peut le build en natif. Donc soit on installe GraalVM sur son poste, ce qui est un peu chiant, pour être honnête. Quarkus, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est on peut directement le build via une image, du coup en rajoutant le paramètre Quarkus Native Container. Et donc dans ce cas-là, on va lancer une image Docker qui va compiler notre code. Donc si je le lance, tac, on va voir un nouveau conteneur apparaître sur le PC. Quelques secondes. Puis en attendant que ça se compile, parce que ça prend un peu de temps, 5-6 minutes. C'est pour ça que la compilation en natif est un peu plus longue. C'est parce qu'il doit tout implémenter, du coup, le fameux AOT. Tac, donc là, on peut voir que ça a lancé un conteneur et ça va tout compiler comme il faut. Donc, normalement, j'ai lancé mon environnement dev, donc sur le port 81. Hop. Si je vais sur le port 8081. Donc là, on a notre appli qui est très moche, mais elle fonctionne. Si maintenant on va sur notre smartphone avec Christopher, du coup, on a également la même page, donc on triche pas. On a la même page, on peut plus toucher au PC. En fait, ce qui est plutôt puissant, c'est là notre appli elle tourne. Je vais vous prendre en photo, comme ça on peut pas dire qu'on triche. Tac. Et donc là, hop, je vais donner un nom, je vais l'appeler test. Je vais uploader mon image. Et voilà, notre image elle est apparue, je n'ai pas touché au PC. Donc on peut pas dire qu'on a triché. Donc là-dessus, c'est pas beaucoup de code. Donc quoi, ça marche. Ouais, ça fonctionne.
Donc on peut très bien maintenant l'imaginer de dire, bah, c'est bien, j'ai mon appli qui tourne en local, bah, j'ai envie de la déployer en prod. Donc pour ça, on a juste à retourner sur l'environnement Quarkus de dev, générer nos annotations Spring, nos annotations, attendre que le build se termine, c'est pas fini. Attendre quelques secondes, ça devrait être assez rapide. Hop. Bon, en attendant, je peux vous montrer que ça a bien enregistré dans ma base. À la limite. Hop. On peut figer les ports de dev si jamais. Ça évite de reconfigurer à chaque fois son environnement. Et donc là, j'ai bien mes images qui ont persisté. Donc Christopher, il l'a appelé Alex. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Tac, je sais pas si c'est fini. Pas encore fini. Ce qu'on peut vous montrer, du coup, en attendant que ça se compile, puisque c'est vrai qu'on en a parlé rapidement, c'est les développeurs Spring, peut-être que vous êtes perdus avec ces annotations get. Enfin, on est plutôt habitué à avoir le get mapping, enfin, toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est retourner sur le Quarkus code. Tac. On va chercher la librairie qui s'appelle Spring. Et annotation. Donc, on peut récupérer la dépendance Maven. Ou la commande Maven pour l'ajouter, ça marche également. On n'en a pas parlé également, mais Quarkus, ils ont leur CLI, donc on peut très bien installer la CLI Quarkus, et on aurait pu faire la commande Quarkus ext add avec la librairie. Donc on ne vous l'a pas forcément présenté. Et du coup, tac, je vais juste rajouter ça dans mon pomme. Notre image en attendant s'est terminée de build, donc en 3 minutes 5, ça reste quand même assez correct. Donc maintenant, si on a envie, on a notre image qui est compilée, mais elle est vraiment sur mon PC. Donc si je vais dans le dossier target, on a notre image qui est Quarkus App, et du coup j'ai... non, elle n'est pas là. Ah, elle était sous mes yeux, autant pour moi. Du coup là j'ai bien mon exécutable, donc il n'y a pas de point jar ou quoi que ce soit, c'est vraiment une image qui est conçue pour le système. Et comme Christopher disait, c'est qu'on a un ensemble de Dockerfile qui est proposé du coup de base quand on installe un projet Quarkus. On a la version JVM, donc là c'est bien, mais nous on a vraiment envie de la version native. Donc la version native, c'est on va utiliser une image du coup mise en place par Red Hat pour avoir un environnement qui est très très léger. Donc moi j'ai envie d'utiliser le native micro, donc qui est encore plus léger, comme le nom. Comme le nom. Tac. Du coup on a juste à faire un Docker build, donc avec notre file, le nom que j'ai envie d'appeler, donc on va l'appeler aperops, de notre fichier. Donc là, ça va juste télécharger l'image. Je ne sais pas si je vais en local. Mais en gros, le gain qu'on va avoir, c'est une image finale Docker qui va faire à peine 150 mégas. Donc là, si je retourne sur Docker, je vais dans mes images et je vais chercher mon image qui s'appelle Aperops. Donc mon image Aperops, on peut voir qu'elle fait 147 mégas, ce qui est plutôt léger. Et à côté de ça, on avait préparé une image qui tourne avec la JVM, donc on est à 217, donc on a quand même un petit gain aussi sur le disque qui n'est pas négligeable si on a des petits environnements, ou même juste pour économiser, pour être un peu plus green IT si on le compte comme ça. Donc une empreinte un peu moins importante. Donc à côté de ça, normalement, mon environnement il est prêt. Tac. Donc j'ai mis bien ma dépendance. Et là, je peux, si je veux, mélanger un peu les deux et du coup faire vraiment comme on fait sur Spring. Si je veux bien. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir. Ok. Bon. Dans l'idée, c'est censé fonctionner, mais bon, là, je ne sais pas pourquoi il y a,
La librairie, elle a pas l'air d'être passée, mais Allez, à du direct. c'est l'effet démo, parce que c'était pas prévu dans la démo. Donc, tac. Donc voilà, sur ce qu'on avait à dire sur la démo. Donc ouais, on va en venir du coup sur une petite conclusion. Les avantages du coup de Quarkus au final, donc ça offre une plateforme de développement agile. On l'a vu avec la dev UI et l'environnement de développement qui est ultra maniable. C'est léger et performant. On a pu voir le poids des images qui sont générées pour Docker. Enfin, c'est vraiment super léger. Démarrage rapide. Donc, ça, Alex l'a montré aussi. Hein. Il a juste lancé sa commande dans la seconde. Tout était lancé. Faible consommation de mémoire et compatibilité avec GraphVM, bah, c'est vraiment le point fort. Hein. Quand on va sur le site de Quarkus, ils vendent ça pour ça, donc c'est vraiment le gros intérêt de la chose. La flexibilité, bon, on l'a encore vu, bon, ça n'a pas marché du coup, mais avec les annotations Spring. Donc même des gens qui ne sont pas habitués à Quarkus peuvent commencer à faire du Quarkus avec des bases de Spring. Et derrière, ça s'apprend très très vite, c'est exactement le même principe. Communauté grandissante, donc déjà ils ont été super sympas sur la documentation, elle est vraiment très bien rédigée. Ne serait-ce que pour les déploiements avec les Dockerfile, enfin, il y a vraiment énormément d'infos sur leur site. Et à côté de ça, il y a vraiment des communautés qui se créent un peu partout, donc que ce soit sur GitHub, il y a Stack Overflow aussi, il y a énormément de threads par rapport à ça. Et il y a un site chinois, il me semble, qui s'appelle Quarkus Pro, justement, qui a une page qui référencie toutes ces choses-là, où on peut avoir de l'information, donc c'est vraiment sympa. Voilà, là pour l'exemple, j'ai envie de déployer sur Cube. Ce qui est plutôt pratique, c'est qu'on a des guides littéralement qui nous montrent de A à Z comment le faire. C'est plutôt pratique même pour les débutants. Donc un peu à la manière de Java Spring qui propose également beaucoup de guides. Donc voilà, c'était la petite Du coup, ouais, on va s'arrêter là-dessus. Merci de votre attention. Du coup, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui. peut-être le micro. Là-dessus, moi je sais que j'ai fait un peu de Quarkus 2. Il faut savoir que quand Quarkus 3 est sorti, il y a eu une grosse doc de migration, donc il n'y avait pas tant de choses que ça. Si on prend la migration qu'on peut avoir avec de Spring 2 à Spring 3, c'était vraiment quasi les mêmes choses. On avait une migration sur Hibernate par exemple, donc toutes les dépendances ça change un petit peu, mais sinon là-dessus, ils essayent de faire au mieux pour les développeurs. La grosse évolution de Quarkus 3, c'était vraiment la dev UI, donc qui était vraiment là en Quarkus 2, mais qui était vraiment de manière très simplifiée. On n'avait même pas la possibilité de souvenir de récupérer les environnements de développement, du coup les différents Docker, alors que maintenant on a une interface qui est plus classe, mais ouais, là-dessus ils essayent de faire au mieux pour aider. Ça, et pour aller plus loin, du coup, là, comme on l'a mis au début, on est en 3.9.1 niveau LTS. Il y a 3 mois de ça, c'était encore la 3.6.5. Ils font énormément d'évolutions mineures. Donc, pour le peu que l'équipe de développement en suit, en fait, il n'y a pas d'énormes migrations qui se font. Et c'est vraiment des petites choses mis bout à bout. Il suffit de suivre, en fait. Là, il n'y a pas vraiment de grosses évolutions. Là, même pour la preuve, on est en 3.9.4. Donc, dans notre presse, on est en 3.9.1. Je sais pas s'il y a d'autres questions, des interrogations, des petites choses comme ça. Ouais. Sur Spring, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de Yes. Bah, c'est ça la grosse force, c'est que Quarkus, ils ont essayé limite, vraiment de se mettre à la patte de Spring. Donc, si on va dans la liste des extensions, tac, on a vraiment toutes les extensions de security. Par exemple, tu as envie d'intégrer du Keycloak, tu as déjà l'extension qui est prête pour le build natif. Donc, si on prend Spring Boot natif qui commence à un petit peu arriver sur le marché, je sais que cette dépendance-là, elle ne peut pas se compiler de manière native sur du Spring Boot. On a quand même une force un peu plus importante, même s'il y a quand même des librairies qui n'existent pas aujourd'hui. Les développeurs, ou même n'importe qui, étant donné que c'est open source, vous
pouvez mettre la main à la pâte et proposer vos librairies. Pas d'autres questions? Ouais. Vous en avez parlé un petit peu. On va rentrer dans le détail sur l'architecture nominative. Le gros avantage déjà, c'est que tu peux te passer de beaucoup d'architecture physique. Donc typiquement, tout qui est chez tu sais qu'ils sont beaucoup avec GCP. Donc typiquement, tu as des projets où il y a pas mal d'influence et ils n'ont pas forcément d'infrastructure physique sur place. Donc derrière, ça permet, par exemple, si tu reprends cet exemple avec les clouds Google, d'avoir une petite instance de base, ce que tu pourrais pas forcément avoir avec un microservice, que tu faudrait toujours que tu aies des serveurs de dispo et que ce soit déployé dessus, tu vois. Là, tu aurais peut-être qu'une instance et dès que tu as une montée en charge, sur du cloud natif, tu peux très facilement régénérer des instances et c'est là que tu peux très vite partir à l'horizontale et avoir beaucoup de choses déployées en très peu de temps, en fait. Sans pour autant, typiquement, si tu n'as qu'un serveur dans l'entreprise, si demain tu as une montée en charge, bah, c'est soit faut que tu galères à trouver un endroit où tu as des serveurs de dispo, ou toi que tu rachètes des serveurs. En utilisant le cloud, tu n'as pas forcément ces soucis-là, tu vois. Et puis tu n'as même pas que ce problème-là. Imaginons un incendie, si on prend PH. Là, on pourrait dire, bah, si tant pis, le serveur il brûle, bah, là, avec du cloud, on pourrait juste dire, bah, on déploie notre instance ailleurs en France, et puis, voilà, plus de problème. Donc une reprise d'activité qui est quand même plus facile sur du cloud natif, selon moi. Après. D'autres questions? Pardon. Quand tu avais fait tout à l'heure ton application, ça a pris du temps à changer. Ouais. C'est juste que tu as changé. En même temps, dès qu'on fait une modification et qu'on veut tester notre application, ça prend plusieurs minutes. Alors non, ça c'était vraiment la compilation pour générer mon image native. Si je prends du coup le mode dev, donc ce qui est plutôt pratique, c'est c'est du reload littéralement, donc tu modifies ton code, ça va se relancer instantanément, tu verras même pas que ça a relancé le de l'appli. Donc, Tu parlais du coup que c'était natif pour déployer sur Kubernetes, j'ai un peu de temps chez nous. Comment tu le vois vis-à-vis d'un Helm ou un Kustomize en termes de déploiement, les pour, les contre? bah, c'est vrai que moi perso, j'ai pas forcément du coup utilisé Quarkus du coup pour faire du déploiement en cube. C'est vrai que moi, de ce que je suis habitué, c'est vraiment de passer par des Helm, donc tu as ton image, tu fais ton Helm, et c'est quand même plus rapide selon moi. Parce que là, on te génère les annotations cubes, donc c'est vraiment le plus. Je suis pas forcément convaincu, mais ça reste quand même une possibilité qui est proposée par Quarkus. Je sais pas si ça répond à la question. On est sur l'amélioration, c'est pour ça que je voulais savoir si tu avais plus que ça ou pas la marque. Ok, ouais, non, sans plus. D'autres questions? Adjugé vendu. Ça va être le moment de se désaltérer, je pense. Il y en a beaucoup.